Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Miguel Bonnefoy pour les rencontres littéraires qui auront lieu ce soir à 19h au Crazy Barnes, animé par Olivia de Lamberterie en partenariat avec le magazine Elle. Et donc, bonjour Miguel Bonnefoy. Bonjour. Donc, vous allez présenter ce soir votre dernier livre, Le rêve du jaguar. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'intrigue, de l'histoire ? Le rêve du jaguar est un livre qui parle sur ma famille, côté mère, côté maternel, sur l'histoire étonnante de mon grand-père, Antonio Borja Romero, qui fut déposé sur les marches d'une église dans une rue qui aujourd'hui porte son nom. Et il est devenu, petit à petit, par des ricochets et par des rebonds de l'histoire, chirurgien, ensuite cardiologue, ensuite député au Congrès national, puis il a fondé la première université de Maracaibo, de l'État de Zulia, qui est tout l'ouest du Venezuela, pour en devenir le recteur principal. Et parallèlement à ça, également sur l'histoire de ma grand-mère, Ana María Rodríguez, qui elle est la première femme médecin de l'État de Zulia du Venezuela, gynécologue obstétricienne, et qui elle aussi, venant du ventre de la misère, est devenue petit à petit, en gravissant un peu les échelons, une des femmes les plus importantes de l'histoire de la médecine et de la politique vénézuélienne. Donc ce sont deux grands-parents transfuges de classe qui ont signé dans le mur de l'histoire vénézuélienne et qui, en passant de rien, sont devenus quelque chose. C'est vrai qu'on va découvrir un peu leur parcours, qui est quand même assez atypique. Ils sont partis quand même de rien. Il est quand même, vous parlez d'un passage avec votre grand-père, pardon, où on découvre qu'il se retrouve dans un milieu assez malsain, où il est dans des clubs justement du proxénétisme, etc. Et il va justement réussir avec sa force et son courage à sortir de ce milieu. C'est vrai que le Venezuela, on est quand même dans un pays qui est en développement, surtout à cette époque-là. Et il va réussir justement à gravir les marches et devenir justement cet homme qu'il est maintenant. Tout à fait. Et sans doute, c'est ce que vous dites. Le livre, peut-être le noyau du livre, la racine première du livre est un sujet et une réflexion sur la persévérance, sur l'abnégation, sur la ténacité, sur la nécessité en effet de savoir plus ou moins quel est ton chemin, quelles sont les embûches, quelles sont en effet les outrances et les reculs que tu as, et de voir comment les combattre. Mais je pense qu'il y a également un travail sur l'histoire vénézuélienne, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la petite histoire qui est celle de mon grand-père et de ma grand-mère, et de l'autre côté la grande histoire, avec une grande H, comme disait Georges Perec, où on retrouve tout le XXe siècle vénézuélien, les divers bouleversements politiques, et la dictature de Marco Pérez Jiménez, également la révolution chaviste plus tard, la découverte du pétrole, le boom pétrolier, tous les instants comme ça de rebond, de haut et de bas, tous les vallons de la politique qui, naturellement, dictent aussi l'histoire de la famille. Donc il y a comme ça une sorte de porosité entre le petit destin et le grand. Et c'est vrai qu'on a donc cette histoire, donc on suit vos grands-parents dans votre livre. Comment vous est venue l'idée de justement raconter leur histoire? Est-ce qu'ils l'ont accepté? Comment ils ont réagi? C'est une histoire que je portais dans mon cœur depuis presque 30 ans, puisque comme vous et comme n'importe qui, on sait d'où on vient, on connaît plus ou moins l'histoire de nos grands-parents, on l'aime ou on l'aime pas. Il se trouve que moi j'avais trouvé absolument fascinant l'idée que cet homme qui était un enfant ruffian, un enfant ladre, qui avait une enfance à la Dickens, à la Oliver Twist, et qui petit à petit commence à devenir cette espèce de figure immense jusqu'à être une statue de bronze à l'entrée de l'université. Et dans la famille, il y avait une sorte de mythe et de légende autour de ce grand-père et autour de cette grand-mère qui ont à la fois donné une vitesse et une inspiration, et à la fois ont aussi écrasé un petit peu par leur poids majestueux et par leur notoriété torride. Donc en quelque sorte, je portais cette histoire dans mon cœur qui me fascinait et en même temps me faisait peur. À la fois j'en étais attiré et d'un autre côté, je craignais de rentrer dans cette espèce de monde presque légendaire, non, de mes grands-parents. Et finalement,
avec le temps, avec peut-être la maturité, avec le travail d'écriture, avec d'autres livres que j'avais écrits et qui m'avaient en quelque sorte permis de me libérer de ces livres-là, j'ai eu l'impression que le moment était venu pour pouvoir tenter de raconter cette histoire. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai pas réussi? C'est pas à moi de juger de ça. Je suis un juge très sévère de mes propres livres. Toutefois, eh bien, j'ai essayé de faire du mieux possible sans heurter personne. Et justement, ce livre, comme vous venez de l'expliquer, il a quand même reçu, il a été accueilli par le public, le grand public, puisque vous avez quand même reçu le grand prix du roman de l'Académie française et aussi le prix Femina. Et sachant que vous avez eu ces 2 prix en fin d'année 2024, sachant que votre livre était sorti 2 mois auparavant. Qu'est-ce que ça vous a fait justement, cet engouement et cette surprise de recevoir non pas 1 mais 2 prix? Non, c'est absolument merveilleux d'avoir ce doublé qui est rare et qui m'a donné presque la sensation d'un malentendu, tu vois, tellement c'était gros. La culpabilité. Oui, une sorte de culpabilité en disant c'est tellement énorme, normalement les prix sont distribués à des livres différents. Et d'en avoir eu 2, eh bien, je me suis senti à la fois beaucoup dans la gratitude, non, en remerciant énormément les dames du Femina qui avaient été très généreuses à mon égard, et également les immortels de l'Académie française. Et d'un autre côté, une grande humilité aussi, en me disant que cette double couronne était en train de distinguer un travail qui est jeune encore. C'est-à-dire que moi, j'ai que 5 livres. Je suis en train de commencer mon travail d'écriture. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai encore beaucoup de pages à écrire. J'ai encore beaucoup de lignes sur lesquelles me tromper. Et le fait de m'avoir déjà donné des prix aussi prestigieux, alors qu'il y a tant et une reconnaissance, alors qu'il y a tant d'écrivains déjà très installés, déjà éprouvés, qui eux ne les ont pas eus, eh bien, je me suis senti vraiment très humble de l'avoir reçu et de me dire que tout mon chemin est encore à faire. Et je pense aussi que c'est vrai que les lecteurs et les lectrices sont toujours friands des histoires vraies, d'avoir l'auteur qui se met à nu, qui raconte son histoire ou l'histoire de sa famille. Justement, est-ce que vous avez pu déjà échanger avec certains lecteurs, lectrices par rapport à votre histoire? Énormément, énormément. Et non seulement parce que mes grands-parents étaient encore une fois des personnes très connues au Venezuela et en Amérique latine. Donc, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont latino-américains, qui sont vénézuéliens, qui habitent en France ou qui sont à l'étranger, se sont manifestées. Et des liens familiaux qui étaient perdus depuis longtemps se sont recréés. Donc ça, ce sont souvent des belles choses, non? Ce sont les surprises que te donne la publication d'un livre, non? Ce sont les cadeaux, non? Les dons d'un livre. Et en plus de ça, en découvrant de nouvelles choses après la publication du livre, de gens qui me disent « Écoute, moi je n'ai rien à voir avec ta famille ni avec les amis, mais je me souviens très bien de tel passage, de l'arrivée par exemple d'un pingouin. Il y a un moment, il y a un pingouin qui arrive sur les côtes des tropiques, et un pingouin est réellement arrivé sur les côtes des tropiques à Maracaibo en 1955. Et donc je raconte tout simplement l'histoire dans le livre. Et des gens en effet qui m'écrivaient en disant « Mais moi j'étais déjà vivant ou vivante au moment de l'arrivée du pingouin, j'ai ici des documents encore plus fou, encore plus invraisemblable, encore plus rocambolesque de ce que tu avais pu imaginer. Et moi, je me rends compte qu'avec toutes les informations que j'ai reçues des différents lecteurs et lectrices, de tous ces amis invisibles, je pourrais presque écrire un 2e livre. Donc, il y a des choses assez beaux parce qu'un livre ne se finit jamais vraiment. Lorsque tu le publies, tu fais en quelque sorte le deuil de sa perfection. Car le lendemain de sa publication, tu pourrais encore améliorer ou ajouter quelque chose. Une semaine après, tu pourrais encore lui donner plus de force. 1 an après, 2 ans après, 10 ans après, en fait, on peut passer une vie entière à recorriger, à améliorer, à rajouter le même livre. Mais bon, au bout d'un moment, il faut bien se faire à l'idée qu'on en écrit un autre. Non, et c'est la beauté aussi, justement, de ce côté authentique et ce côté brut. Absolument. Et justement, est-ce que vous avez d'autres projets, un autre livre qui est en cours ou des idées qui fusent un peu? Naturellement, naturellement. Comme tout écrivain, on a toujours une sorte de pépinière d'histoire à l'intérieur, un vivier d'histoire. Et on décide à un moment ou à un autre de piocher celle-là parce qu'il y a un alignement astral qui se fait, parce qu'on se sent que des idées coïncident, qu'il y a une route comme ça qui est déneigée et qui permettrait d'avancer vers ce projet et pas un autre. Et aller savoir pourquoi on choisit d'écrire ceci plutôt que cela. Ça me fait penser à... Il y a une belle page sur les bibliothèques
de Voltaire, dans lequel il dit justement qu'à l'aube d'un projet, un écrivain a un éventail de différentes idées et différents projets de romans. Et c'est comme une huître, il dit, au fond de l'océan, qui tout à coup reçoit un minuscule petit grain de sable qui rentre par hasard. Juste parce qu'à ce moment-là, il a laissé une ouverture, que le grain de sable est venu, que le projet est arrivé à lui, et à l'intérieur de l'huître, il va le travailler, le façonner, et avec le temps, il va en faire une petite perle, tu vois. Et donc en effet, là je viens de publier ce livre, je suis en un moment où j'ai la possibilité d'écrire ce que je veux, et les différents projets sont là en train de papillonner, sont là en train de jouer, en train de virevolter comme ça autour, comme des mouches dans des bouteilles fermées, comme des chevaux dans des cirques, voltant jusqu'aux parois où ils se heurtent toujours. Et donc, vous serez ce soir à 19h au Crazy Barms pour présenter justement votre livre Le rêve du jaguar. Donc, vous allez rencontrer les Avalins, les vacanciers. Justement, est-ce que c'est votre première fois à Val d'Isère? C'est ma première fois à Val d'Isère. Et quelles sont vos impressions? Mes impressions sont sublimes. Et vraiment, je suis étonné par la beauté, par la majesté, par la puissance, par cette espèce de vigueur comme ça, cette autorité tellurique et organique qu'a le paysage. Non, quelque chose comme ça d'un géant, si tu es devant un géant. Donc fatalement, tu te dois d'avoir une forme de modestie, non, de baisser le regard. Et ce qui va être drôle, sans doute, ce soir, lorsque nous parlerons de littérature, c'est que moi je serai en train de parler d'un livre profondément caribéen, très tropical, devant des gens en effet qui ont davantage l'habitude de la neige. Et il y aura là alors un chaud-froid, il y aura là un feu et la glace, non, un aigre doux, c'est qui sera assez beau, c'est quelque chose d'oxymorique. Et c'est vrai que vous, tout à l'heure, vous me disiez, avant de commencer, on est aussi dans un monde à part. Vous expliquez que Val d'Isère est un autre univers aussi, très différent de vos origines justement et de là où vous habitez. Tout à fait, tout à fait. Moi je connais très mal la neige, en fait je me rends compte que c'est un univers que je connais mal, j'en connais pas la blancheur, j'ai pas le regard, j'ai pas ce je ne sais quoi qu'ont les gens qui connaissent bien la neige. Donc je suis curieux de savoir en effet comment moi je suis venu avec mes enfants, comment elles vont comprendre en fait cette espèce d'univers, cet hémisphère complètement parallèle et qui est inconnu, qui est une terra incognita pour moi. Et peut-être que ça vous inspirera pour d'autres prochains romans. Bien sûr, absolument. Alors ce serait quand même drôle pour moi d'écrire sur la neige, mais qui sait, parfois en effet on finit par écrire bien sur des choses qu'on connaît si peu. Allez savoir. Et ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité, Miguel. Et puis on se dit ce soir à 19h au Crazy Barms pour les rencontres littéraires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. À bientôt. Merci.